Nous allons vous montrer à travers l'exploration filmique, l'imprégnation et la domestication des petits marcassins rescapés. Nous avons filmé dans des refuges en France et en Espagne. Dans la plupart des cas, ce sont des marcassins devenus orphelins, victimes de la chasse. En France, la loi qualifie le sanglier d'espèce non domestique. Par ailleurs, l'animal ne serait plus considéré pour ses qualités propres, mais pour celles que la chasse lui a attribuées, à savoir un gibier, classé comme nuisible et donc perpétuellement traqué. Pourtant, il se comporte comme un animal domestique grâce à son intelligence hors du commun. En effet, le sanglier est un animal intelligent, joueur, sensible et social. Nous allons décrire les interactions qui en résultent avec les personnes ou les soigneurs qui les recueillent. Le sanglier peut devenir un compagnon fidèle et peut établir une relation profonde d'affectivité avec les humains. Il possède une conscience et a besoin de tisser des liens sociaux étroits avec ses congénères et les êtres humains qui s'en occupent. Nous allons voir comment se traduisent ces grandes démonstrations d'amitié et ces effusions spontanées. Ce sont des récits, de merveilleuses histoires d'amitié, comme on peut en vivre qu'une seule fois dans sa vie. C'est terrible d'avoir une telle intelligence, une telle sensibilité et d'être aussi mal aimé et malmené. Sans doute parce que méconnu. Ainsi, le but est d'offrir la possibilité de les connaître pour mieux les comprendre, les aimer et les respecter. Et aussi en apprendre plus sur les facultés impressionnantes de cet animal sauvage. C'est le dernier grand mammifère de nos forêts, splendidement libre qui mérite d'être reconnu pour ce qu'il est et ce qu'il apporte à la forêt et à l'écosystème. Et si ce n'était pas le sanglier qui traverse la route, mais la route qui traverse la forêt? Nous sommes les heureux détenteurs de 2 sangliers, Paris et Martin, qu'on a trouvés dans notre jardin il y a maintenant presque 7 ans. C'était 2 tout petits marcassins en détresse, très fragiles, complètement déshydratés, qu'on a biberonnés, qu'on a montré à un vétérinaire et dont on a réussi à sauver la vie. Et de cette rencontre complètement inattendue et imprévue, évidemment, est née l'idée de monter un refuge pour nos 2 sangliers, qui le méritent beaucoup, et d'en accueillir d'autres ensuite. Donc on les a réchauffés, on leur a donné un biberon de lait maternisé chacun. Également, un vétérinaire a bien voulu leur donner des traitements contre la diarrhée, contre les parasites. Et à notre grande joie, ils ont survécu tous les 2. On a réussi à se substituer à une maman qui n'était visiblement plus là. On a eu la chance d'avoir un bon vétérinaire qui n'a pas fait de distinction sur le fait que ce soit des marcassins, des sangliers, et qui nous a bien conseillé quant aux gestes qu'on pouvait lui apporter, quant à la nourriture qu'on pouvait leur donner. Il a fallu leur donner les biberons toutes les 3 heures
D'ailleurs, ça nous faisait assez sourire parce que ça nous rappelait un petit peu nos propres enfants quand on a donné le biberon. On a un poêle et je me mettais à côté du poêle, Barry, pour commencer dans les bras. Je l'éveillais assez longtemps pour qu'il reprenne une température de corps correcte. Alors aujourd'hui, nos bébés sont devenus de très beaux grands garçons qu'il faut les nourrir. Alors nous, on les nourrit une fois par jour, le soir, sachant que bon, dans le parc, ils ont accès toute la journée à de la végétation, des batraciens, ils en mangent, on a déjà vu, des vers de terre. En tout cas, nous, on leur apporte le soir des fruits, des légumes divers et variés. On commence toujours par les fruits et légumes. Parce que si on commence par ce qu'ils aiment le mieux, c'est-à-dire les céréales et les choses comme ça, le pain par exemple, ils ne mangeraient pas les fruits et légumes. On a mis cet ordre-là en place. Nos sangliers, et je pense tous les sangliers, sont gourmands et gourmets, et à tel point qu'on doit quand même être organisé avec mon mari, parce que si par exemple il leur donne à manger que moi je ne le sais pas, que j'arrive à la maison et que je ne suis pas au courant qu'il leur a donné à manger, ils sont capables d'hurler à mort comme s'ils n'avaient pas mangé depuis une semaine. Donc c'est à nous quand même d'être vigilants sur les quantités parce qu'on ne peut pas vraiment se fier à leur satiété, je pense. Hein. On a constaté que tout bébé, dès les premiers instants où on les a récupérés, ils se sont complètement abandonnés à nous, une confiance absolue. On a été un refuge dès leurs premiers instants. Et cette proximité n'a jamais disparu. En fait, très vite, on s'est senti être un repère pour eux, un repère alimentaire d'abord, mais aussi et presque surtout un repère de chaleur, d'affection. Tout bébé, ils étaient dans nos bras, sur nos genoux, on ne pouvait pas faire un pas sans qu'ils nous suivent en hurlant. Une très grande proximité et qui n'a jamais disparu. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que quand ils auraient été sevrés ou grandis, ils se seraient complètement détachés de nous. C'est absolument pas le cas. On a un très grand parc de presque 2 hectares. On pourrait ne pas les voir de la journée, mais en fait, dès qu'ils nous entendent ou nos voitures, ils sont derrière le portail. C'est des animaux qui, du moment où la relation a commencé, elle ne s'arrête plus. Elle est très profonde et je la décrirais plus intense, même si j'aime tous les animaux, plus intense, plus riche. Même les chiens, par exemple, qui sont très intelligents. J'ai presque envie de dire que la relation avec un sanglier, elle peut, par certains aspects, se rapprocher de la relation interhumaine. Une proximité, une compréhension qui est absolument folle. Ce sont des animaux qui ont une intuition, une sensibilité, une proximité avec, en tout cas, dont ils sont capables avec l'homme qui est stupéfiante. Elle est vraiment, et je me répète, irréversible. Et on ne peut pas relâcher un sanglier qu'on a imprégné, dont on s'est occupé. Je dirais qu'en quelques jours, le lien est là et c'est à vie, et irréversible. D'ailleurs, les vétérinaires l'attestent, ils appellent ça l'imprégnation. Contrairement à d'autres espèces, le sanglier ne se sauvage pas. De mon point de vue, qui n'est ni celui d'une scientifique ni d'une vétérinaire, même si j'ai pu souvent échanger avec ce type de professionnels et de nombreux détenteurs de sangliers, on note quand même une grosse différence avec d'autres espèces sauvages. Je pense par exemple au renard qui, même biberonné et soigné de près par l'humain, peut avoir une possibilité de se réensauvager, d'être réhabilité. Ou comme le hérisson, l'écureuil, sont des animaux qui ont une chance de s'en sortir ensuite, sous certaines conditions de sécurité, à l'état sauvage. Je n'ai aucun exemple, aucune donnée sur des sangliers imprégnés qui aient pu retourner à l'état sauvage. Ce sont des animaux qui, si on les relâche, reviennent vers l'homme. Certains créent des accidents de voiture,
pour absolument se réfugier vers les voitures qu'ils ont connues. J'en ai connu qui se sont noyés en traversant des rivières pour rejoindre l'humain ou qui se jettent dans les jambes des chasseurs parce que ça devient leur référent, l'humain. Et c'est vraiment une espèce unique, en tout cas à mon sens, dans la profondeur de l'imprégnation dont ils sont capables. Et c'est ce qui rend aussi assez difficile la sauvegarde de cette espèce, parce qu'on n'a pas la possibilité de les remettre dans le milieu naturel. Le matin, on a un petit rituel. Je vais jusqu'au portail, suivant le temps qu'il fait. Très souvent, en fait, ils m'attendent. On a un cadenas avec une chaîne, j'enlève le cadenas. Juste le bruit du cadenas et de la chaîne, en fait, met tout le monde en alerte. Ils se présentent tous devant le portail. Donc j'entre. Souvent, c'est Barry qui se met en premier. Il s'exprime, il est content de me voir. Le bisou, en fait, il vient, je lui montre mon doigt, que je rapproche de mon nez. Et du coup, il vient jusqu'à mon nez pour me faire un bisou, tout en discutant. Une fois qu'il a fait son bisou, qu'il a eu son câlin, parce que je fais aussi le câlin, c'est-à-dire que là, je me mets debout, je le prends comme si je le prenais au ventre, et je me couche sur son dos, en fait. Et donc là, on fait le câlin de quelques secondes. Et une fois qu'il a eu ça, il laisse la place, en fait, à Martin, qui arrive derrière, pour lui aussi le doigt avec le petit bisou sur le nez, le petit câlin sur le ventre. Et puis après, une fois que tout ça est fait, je fais souvent la pointe d'eau. Une fois que j'ai fait ça, la balade, elle commence. On a quelques centaines de mètres à parcourir pour arriver au fond du parc, là où il y a une mare avec des grands chênes. Et c'est souvent là que c'est la séance des câlins, c'est la séance des grattages, donc ils discutent, ils sont contents, et ça monte dans les aigus, ils s'expriment, quoi, ils sont très contents de ce qui se passe. Tous les animaux que j'ai pu rencontrer, croiser, et j'en ai rencontré un nombre incalculable d'espèces. Le sanglier est tout en haut de la pyramide de l'intelligence, vraiment c'est extrêmement spectaculaire. On a des chiens, on a eu donc des malinois, des bergers allemands qui sont quand même réputés, même si j'aime pas beaucoup classer les intelligences, mais parmi les chiens les plus intelligents, qui n'ont jamais réussi à ouvrir un de nos portails. Les sangliers sont arrivés, ils avaient quelques mois, en quelques instants, ils ont su ouvrir ce portail. C'est un des exemples qui m'avait marqué. Ils sont capables aussi alors je vais appeler ça réflexion, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas d'anticipation. Chez nous, par exemple, on a des petits murets dans le parc. Et pour s'éviter d'avoir à franchir le muret à l'endroit où il est le plus haut, ils organisent tout un détour qui est réfléchi pour passer là où le muret est le plus bas. Quand ils étaient dans la maison, quand ils étaient bébés, évidemment, tous les placards étaient ouverts. Il a fallu développer des systèmes très ingénieux pour qu'ils n'arrivent pas à les ouvrir. On a plusieurs voitures à la maison, mon mari, mes enfants, on a des voitures, donc ils les ont tout de suite reconnus. C'est-à-dire que si l'un de nous rentre à la maison, il n'y a aucune réaction des sangliers. Par contre, si c'est les voisins non plus, le facteur non plus, mais si c'est une voiture inconnue, c'est pire que des concierges et des sonnettes d'alarme. On sait qu'il y a une voiture inconnue dans le village. Ils reconnaissent le bruit des différents tracteurs aussi. On a différents agriculteurs autour de chez nous. Les tracteurs habituels, ils ne calculent pas. Par contre, si c'est une nouvelle, on se dit tiens, le voisin a changé de tracteur, on le sait tout de suite. On a les cochons et les sangliers qui vivent ensemble dans le parc. S'il y a un hélicoptère, par exemple, qui survole le parc, les cochons vont se dire bon, qu'est-ce qui se passe? Les sangliers vont immédiatement se mettre à l'abri. Ils ont un degré de mise en sécurité très élevé, une hypervigilance. On a constaté, et ça c'est de façon certaine, qu'ils comprennent des mots. Allez Martin, Barry. Alors quand ils étaient encore dans la maison, ils comprenaient très bien « à ta place sur ta couverture ». Ils avaient chacun une couverture. Donc en général, la journée, ils étaient dans le jardin avant le déménagement. Et le soir, ils rentraient et on leur disait « va à ta place sur ta couverture ». Ils n'en bougeaient plus parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas le droit d'aller ouvrir tous les placards. Et aujourd'hui, dans le parc, on enlève les tiques. Et donc quand on dit « on va enlever les bébêtes », ils se couchent. On enlève la bébête. Et ils reconnaissent aussi très bien les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, mon mari et moi, évidemment, nos enfants, ils les connaissent bien. Les voisins, les amis habituels, ils les identifient. Mais alors, quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu, par exemple un livreur ou un nouveau facteur, alors là, ils font une différence tout de suite entre les différents humains.
J'aurais voulu revenir sur le phénomène de l'imprégnation. L'imprégnation, c'est le fait qu'un animal sauvage prenne un humain pour référent. Ce n'est pas une lubie ou une interprétation d'amoureux des sangliers qui voudrait s'approprier cet animal contre son gré. C'est vraiment quelque chose qui est scientifiquement acté, qui a été documenté par des vétérinaires, notamment l'école vétérinaire de Maison-Alfort. C'est un phénomène qui est indéniable, qui est illustré. J'ai des exemples, heureusement peu nombreux, de problèmes de clôture, notamment suite à des tempêtes avec des arbres qui détruisent les clôtures. Les sangliers, je parle de sangliers imprégnés, j'ai eu un ou deux exemples dans ce cas où les animaux, par curiosité évidemment, sont allés voir ce qui se passait dehors, et puis 2-3 heures après sont rentrés dormir dans leur cabane pleine de paille de leur plein gré, alors qu'il y avait une brèche dans la clôture. Et puis moi, à titre perso, on a un parc de 2 hectares, donc qui est vraiment immense. Et nos sangliers, dès qu'ils nous entendent, qu'ils entendent la voiture ou qu'on est là, ils sont allongés devant le portail et ils nous suivent, on ne les contraint pas. Et si demain on nous disait un sanglier imprégné sera plus heureux si vous le relâchez, on le ferait pour l'amour de nos animaux. Ce n'est pas de la possession. C'est prouvé que, et j'ai aussi des exemples, qu'un sanglier imprégné qu'on va relâcher dans la nature va systématiquement revenir de là où il vient, et qu'il aura une chance de survie extrêmement faible dans cet environnement qu'il ne connaît pas. L'idée n'est pas de dire que tout à chacun peut avoir un sanglier chez lui. C'est un animal sauvage qui doit rester dans la nature. Il n'est pas question d'aller en chercher le dimanche dans la forêt pour en faire un chien de salon. C'est évidemment pas du tout ce qu'on encourage. Il arrive parfois, par contre, que des marcassins en détresse soient découverts par des personnes dotées de bonnes intentions et qui, ne trouvant pas de place en refuge, parce qu'il n'y a plus de place en refuge en France pour les marcassins, les sangliers imprégnés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas retrouver leur état sauvage, il existe des possibilités administratives pour que ces gens les détiennent de façon légale et officielle. Donc il ne faut pas penser que c'est interdit. C'est soumis à conditions, évidemment, de confort pour l'animal, de respect des règles administratives, mais ça n'est pas interdit. Au-delà de mon cas personnel, qui est celui d'une grande passionnée amoureuse de cette espèce, j'aimerais bien qu'il soit possible pour le grand public à se faire une idée lui-même de ce qu'est un sanglier. Parce qu'en fait, quand on écoute les chasseurs, les agriculteurs, on entend parler d'une bête féroce, d'une bête qui fait des grands dégâts dans les cultures. Alors c'est vrai que ça fait des dégâts dans les cultures, je ne peux pas dire le contraire, mais est-ce que c'est une raison pour diaboliser à ce point cet animal, pour lui faire subir les pires atrocités à la chasse ? Est-ce qu'on ne pourrait pas espérer que les gens regardent cet animal d'une autre façon, regardent son intelligence, son affection, son droit de vivre, et qu'on s'oriente vers une réflexion de solutions beaucoup moins cruelles que la chasse? Il peut y avoir des campagnes de stérilisation chimique, il peut y avoir d'autres solutions, et puis surtout qu'on laisse tranquille ces gens qui les sauvent et qui les aiment, et que cesse cette ségrégation à la fois sur les sangliers et sur les personnes qui les défendent. J'étais loin d'imaginer, quand on a sauvé Barry et Martin, de l'attachement que j'allais avoir. J'ai pris l'habitude, c'est même plus une habitude, c'est même un besoin chaque jour de les voir, d'aller communiquer avec eux, d'échanger, de passer des moments. Et si un jour on me les enlevait, où ça disparaissait, je ne sais pas comment je réagirais, quoi. Je serais très, très attristé, ça c'est sûr. Toute ma vie tourne autour de nos sangliers. Chaque jour, je suis obligé d'y passer. C'est un besoin, c'est vital. Il faut que je les entende, il faut que je puisse leur faire une séance de câlins, qu'ils viennent se frotter à moi, que je les entende s'exprimer, que je les sente aussi, parce que ils ont une odeur particulière. Si d'un jour ça s'arrête, il va me manquer quelque chose, quoi. C'est énorme, c'est comme un vide. Sincèrement, je ne sais même pas comment l'exprimer. J'adore tous les animaux, mais j'ai déjà perdu des compagnons, des chiens. Je les ai adorés, mes chiens, et j'en ai pleuré quand ils sont partis, quand ils nous ont quittés. Mais mes sangliers, là, c'est quand même...
c'est quand même autre chose, quoi. Je pense que je veux pas penser à ce jour-là, mais ouais, je pense que j'aurais du mal à m'en remettre, quoi. Je dirais qu'en fait, il y a avant et après la rencontre avec les sangliers. J'ai un assez long parcours dans la maltraitance animale, dans plusieurs associations. J'ai toujours été très attachée aux animaux sensibles à leur sort, mais vraiment le sanglier, c'est le bouleversement complet. C'est une sorte de révélation de quelque chose d'inattendu qui m'est tombé dessus, qui est extrêmement puissant. J'ai découvert une espèce absolument hors du commun, complètement décriée, qu'on imagine méchante, agressive, bête. Mais en fait, c'est de l'orfèvrerie, ces animaux. Enfin, au niveau intellectuel, sensibilité, c'est des diamants bruts. Ça a été vraiment la rencontre de ma vie, quoi. Au niveau animalier, clairement, il y a avant et après. Notre vie aujourd'hui tourne beaucoup autour de nos sangliers, du petit refuge qu'on a créé. En fait, on ne part pas en vacances ensemble. C'est eux la priorité. Ils le méritent 1000 fois. Et puis ça a ouvert aussi mon regard sur la classification qui a été faite entre l'animal domestique et sauvage. Alors elle existe, elle est nécessaire, il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais elle doit être temporisée, je pense, parce que un sanglier qui a été sauvé par une famille qui a vécu 10 ans ne peut plus, à mon sens, être considéré comme un animal sauvage et donc doit être protégé. Et on voit trop de cas, et notre association a choisi aussi d'aider les gens qui ont des sangliers. Un animal qui a vécu 10 ans dans une famille n'est plus un animal sauvage. Il en garde malheureusement le statut aux yeux de la loi et peut être saisi dans des conditions... Enfin, c'est catastrophique à la fois pour l'animal et les gens. La fidélité et l'attachement sont à toute épreuve et il ne faut pas se fier aux apparences. Quand on ne les connaît pas, il faut apprendre à les connaître. Je pense que c'est un amour inconditionnel parce que déjà leur comportement, quant au fait qu'on les a sauvés, ils nous donnent un amour sans fin, quoi. Alors comment ne pas tomber amoureux d'un animal comme ça qui nous donne toute cette chaleur. Décrire l'amour, c'est déjà pas facile, mais tomber amoureux d'un sanglier, oui, c'est... vu le temps qu'on leur consacre, je pense que si on n'aimait pas d'un amour profond, on ne se serait pas engagé dans cette relation entre guillemets, puisque c'est ni plus ni moins qu'une relation d'un animal qu'on a sauvé à un être humain. Et inversement, on n'a pas choisi d'avoir des sangliers, ça s'est imposé à nous. Il s'impose parce que maintenant, il fait entièrement partie de notre vie, tout simplement. Il prend plus de place même qu'un chien. Pourtant, j'adore les chiens, mais de par son aura, je ne peux pas dire autre chose. Oui, je suis amoureux du sanglier. C'est un amour infini qui est un mélange de plusieurs choses. Il y a déjà un immense attachement à cette espèce avec laquelle on communique, mais presque d'égal à égal. En fait, il y a un vrai langage, il y a des mimiques extrêmement variées, beaucoup plus variées que le chien. Je compare au chien, mais un sanglier, il parle avec son corps. Le chien aussi, mais le sanglier, le répertoire est plus riche, plus fin, plus subtil. Et il y a aussi un amour protecteur que je constate. C'est-à-dire qu'en fait, quand je prends mes sangliers dans les bras, quand je les vois heureux, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui n'ont pas cette chance, parce que c'est tellement injuste. Alors, aucune espèce ne mériterait d'être martyrisée comme ils le sont, mais vraiment massacrer comme ça, à la fois intellectuellement et physiquement, cet animal, ça me fait les aimer encore plus, parce que ça me bouleverse profondément de savoir ce qu'il subit. C'est tellement pas mérité que voilà, je les aime de plein de façons, mais aussi de façon protectrice.
J'ai ouvert en 2014 l'association pour un refuge de NAC à la base. Et c'est en 2022 où on a eu l'autorisation d'ouverture d'établissement de sanctuaire grâce à la loi 2021. On est le premier sanctuaire pour sangliers sous cette appellation. C'est assez intéressant parce que ça fait la différence quand même avec les élevages de catégorie A et de catégorie B, parce que ça ne correspond pas à ce qu'on fait nous. Nous, on est vraiment un sanctuaire, c'est-à-dire où les sangliers arrivent, sont sauvés, vivent et meurent ici. Pour détenir un sanglier, une personne doit faire une déclaration de détention à la préfecture, à un service de la préfecture qui s'appelle la DDT. Suivant la loi du 8 octobre 2018, une personne peut détenir un sanglier sous condition de déclaration de détention. À partir de 2 sangliers, il faut faire une demande de certificat de capacité à ce même service et faire une demande d'autorisation d'ouverture, alors soit d'élevage, soit de sanctuaire, soit de refuge. Sam et Lola sont arrivés bébés sur notre terrain. Lola était très malade. Elle avait une rhinite atrophique avec abcès sur le crâne. Elle est restée dans le coma pendant une semaine. On a dû la mettre sous oxygène et sous gavage, sous antibiotiques. Donc il lui a fallu des très gros soins pour réussir à la sauver. Pecky et Tyson et Huggy qui viennent d'un centre de soins. Pequeño était issu des incendies de la côte. Il était brûlé partout sur le corps. Lorsqu'il a été brûlé, ses sabots sont tombés et ont repoussé. Et malheureusement, il repousse dans un mauvais sens, donc il faut lui couper régulièrement. Il lui fallait comme soin des douches froides très régulièrement dans la journée, à raison de 2 ou 3 fois, pour chasser la chaleur. Ensuite, il fallait lui mettre de la biafine. Il était sous antidouleur aussi parce que les brûlures c'est vraiment très douloureux. On ne l'entend jamais, il réclame jamais rien, il est d'une discrétion incroyable. Et alors lui, c'est marrant mais on s'aime. Hein. Tyson a été trouvé bébé par une dame en région de Tours, il me semble. Huggy, lui, a été attaqué par un chien qui lui a déchiqueté la moitié de l'omoplate. Il a dû subir des opérations chirurgicales très très lourdes et des soins post-op très lourds aussi. Et donc il a eu pas mal de rééducation, tout petit, à l'abri. Et maintenant, il est arrivé ici, il était encore petit mais sauvé. Maintenant, le travail, c'est de le mettre avec les autres, avec ses grands frères et sœurs, dans le grand parc. C'est un sanglier leucique, c'est-à-dire qu'il est presque albinos, mais il n'a pas les yeux rouges. Et par contre, il a une couleur de poil comme ça, blanc, jaune, beige, on va dire. Et il va rester comme ça. Ce sont des sangliers qui, dans la nature, sont assez peu nombreux parce qu'en fait ils sont très visibles, ils sont vite tués par les chasseurs et par les autres prédateurs quand ils y sont confrontés. C'est un petit marcassin vraiment gentil. C'est un petit bonhomme bien dans ses pattes en tout cas, ça c'est sûr. Il est plutôt joyeux, mais il n'est pas toujours en train de faire des petits tours sur lui-même, la toupie, etc. Il est moins dans la démonstration de gaieté. Il est beaucoup plus dépendant et beaucoup plus proche de l'humain. On voit ses cicatrices. J'espère que quand il va grossir, qu'il aura l'âge adulte, il n'aura pas trop de séquelles et boitera pas trop, etc. Parfois, quand il est fatigué, il boite. Mais la vétérinaire a fait un travail quand même assez exceptionnel, parce que pour le récupérer...
Bidou a été jeté au-dessus du portail du refuge. Et Colombine nous a été amenée très mal en point par un particulier. Ils ont tous entre 4 ans et 6 mois. Ils sont tous maintenant en bonne santé, même si certains nécessitent une surveillance plus accrue. Colombine, par exemple, qui a son œil crevé, on est obligé de lui nettoyer l'intérieur de l'orbite régulièrement pour s'assurer que ça ne s'infecte pas. Donc elle avait aussi une gale sarcoptique qui a justifié de l'ivermectine. Et des soins locaux à l'huile d'amande douce. C'est très important d'avoir un vétérinaire en qui on a toute confiance et qui a quand même une habitude, une expérience avec au moins les cochons, parce que les anesthésies sont très spécifiques et donc assez dangereuses chez les cochons et d'autant plus chez les sangliers. Volt, c'est le petit dernier de la famille qui est arrivé il y a moins d'1 an. En fait, il est passé par le centre de soins La Poitevine. Il a été signalé parce qu'il a été trouvé dans une déchetterie, dans un sac plastique en sang, presque mort. Et la réactivité des gens qui l'ont trouvé et qui l'ont pris en charge a permis de le sauver. Donc il a été en soins quand même un long moment, ce qui a nécessairement entraîné une imprégnation. Il a fallu avoir recours à quelques opérations chirurgicales, notamment une reconstruction anale du rectum et de l'urètre, avec un raccourcissement de l'urètre dû certainement à l'introduction d'un objet dans son anus qui lui a déchiré le rectum et l'urètre. Ça a justifié plusieurs opérations chirurgicales avec un spécialiste anesthésiste et chirurgien à Nantes quand il était tout petit. Une soigneuse à domicile en permanence et tout ça a permis de le sauver. Et il est arrivé au refuge, il avait quelques semaines, environ 2 mois je dirais. Et voilà, et moi je l'ai pris en charge pour la suite de sa vie. On a refait une opération chirurgicale quelques temps après. Et depuis, il va très bien. Il a toujours un médicament à prendre le matin et le soir, ce qui a justifié qu'il a dormi à part des autres pendant cette année. Et là, ça fait quelques jours qu'on essaie de faire l'intégration totale, y compris la nuit, dans le parc avec les grands. Il est en pleine forme, c'est un petit garçon donc, qui maintenant a plus d'1 an, il est assez indépendant des autres, il les garde à distance, il les suit mais ne les provoque jamais, ne les embête jamais, il reste assez méfiant. Mais il est absolument adorable, il est très 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 proche de l'humain, tout particulièrement de moi. Et c'est vrai que maintenant, il va falloir qu'il s'intègre à la compagnie et donc qu'il se détache un petit peu de moi pour pouvoir s'épanouir pleinement dans son parc. Quand les marcassins arrivent petits, je peux faire à peu près tout type d'actes, donner des médicaments par la bouche, Péros, prendre la température, leur mettre des crèmes localisées, faire des nettoyages, des désinfections, des choses comme ça. On est obligé de toute façon d'être quand même très polyvalent parce qu'on est au départ très seul face à la maladie du sanglier, qui est très, très peu prise en charge et en compte. Donc on s'organise, on fait ce qu'on peut. On a une obligation de faire une prophylaxie, en tout cas à l'entrée des sangliers. Pour la maladie de Dojeski, pour la SDRP ici en Gironde, c'est une petite coupure à l'oreille qu'on met sur un buvard et que le vétérinaire envoie au laboratoire. Donc les prophylaxies sont obligatoires, oui, a priori, à l'entrée de chaque individu dans le sanctuaire et normalement aussi tous les ans. En termes d'alimentation, quand ce sont des marcassins, je leur donne du lait maternisé pour agneaux.
avec des rajouts de vitamines, etc. Petit à petit, je leur donne des fruits et légumes. Adultes, les sangliers mangent toujours aux mêmes heures. On doit avoir un régime relativement riche et équilibré. Ils sont omnivores. Donc, je leur donne beaucoup de fruits et légumes frais. Des fruits secs aussi, des céréales, du riz et des pâtes de temps en temps parce qu'ils en sont friands. Donc tout ça est possible parce que nous, au sein de l'association, on a un partenariat avec un entrepôt qui nous donne ses invendus sous rescrit fiscal, ce qui permet d'avoir vraiment une alimentation très riche et très variée. C'est vraiment quelque chose sur lequel on met l'accent ici pour espérer qu'ils aient une bonne santé. Il y a l'emplacement des gamelles aussi, qui est assez intéressant. C'est-à-dire que chacun, je leur donne leurs gamelles les uns après les autres, dans l'ordre de la hiérarchie, pour pas qu'il y ait de bagarre. Eh bien, certaines gamelles, je les mets plus loin ou derrière un grillage pour que les plus âgés n'aillent pas chipper la nourriture des plus petits. Eh bien, ils comprennent tout de suite où est leur gamelle. Et donc, ils m'attendent, ils regardent où je suis, ils me suivent et ils vont à leur gamelle. En fait, le sanglier est vraiment l'espèce la plus imprégnable que je connaisse. J'ai quand même plutôt beaucoup d'expérience avec différentes espèces de rentes. Et le sanglier, le bébé, quand on l'aide, quand on lui donne à manger, au bout de 2 jours ou 3 jours, il nous identifie comme sa mère, comme son image maternelle, protectrice et nourricière. Et il s'attache et se met dans une situation de totale dépendance en fait vis-à-vis de nous. C'est vraiment la raison pour laquelle c'est impossible de relâcher un petit marcassin qui est imprégné, parce qu'en fait, il va passer le reste de son temps à vous chercher et il ne va pas chercher à manger parce qu'il attendra que vous le fassiez pour lui. Le sanglier est un animal extrêmement intelligent, extrêmement sensible et comprend tout très vite. Il est doté d'humour aussi, c'est-à-dire qu'il va faire des blagues. Il m'est arrivé d'aller dans l'enclos où ils sont et en fait ils étaient cachés derrière un arbre et ils sont arrivés d'un seul coup sur moi, mais c'était vraiment du jeu, c'était très clairement du jeu et j'ai découvert qu'effectivement ils étaient dotés d'humour et adoraient jouer comme ça, quoi. Ils répondent évidemment à leur nom très rapidement. Je dirais même au bout de 2 jours, ils savent très bien quand on s'adresse à eux. Ce qui me paraît essentiel et très différent chez le sanglier par rapport aux autres espèces, c'est que c'est un animal qui montre un amour inconditionnel pour nous, assez exclusif aussi, c'est-à-dire qu'il va choisir une personne et il va l'aimer toute sa vie, lui offrira son total soutien. Moi, je me suis rendu compte de ça à des moments très particuliers, notamment lors d'une battue qui a eu lieu tout autour du refuge, du sanctuaire. Et donc tout le monde était dans la panique, il y avait les chiens de chasse qui couraient le long des grillages, etc. La plupart des sangliers étaient tapis au sol, donc on est descendu en courant, on a essayé de les faire remonter vers les structures pour les mettre à l'abri, pour les rassurer. Et Lola, qui est, je dirais, peut-être celle qui est la plus proche de moi, qui est la mère de tête, ne m'a pas quittée d'un mètre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai dû enjamber les grillages qui font quasiment 2 mètres pour intervenir parce que ça devenait vraiment trop dangereux pour nos sangliers. Eh bien, elle est restée derrière le grillage et elle m'a suivie. Et en fait, j'ai la sensation qu'elle a vraiment particulièrement compris ce qui se passait. Et ça m'a pas mal troublée. Et il y a eu un autre moment qui m'a beaucoup troublée dans mon expérience de partage de vie avec Lola. Elle a été malade l'année dernière.
Elle a fait comme une espèce d'hépatite où je l'ai donc laissée à l'intérieur, soignée. Je suis restée beaucoup avec elle, j'ai fait beaucoup de nursing, je lui donnais à manger à la cuillère, les médicaments, à la seringue, etc. Ça a duré quand même assez longtemps, près de 15 jours. J'étais extrêmement inquiète et elle était extrêmement abattue. Et donc je suis restée quasiment tout le temps avec elle. Eh bien, elle s'en est sortie heureusement. Et 15 jours après, je suis tombée moi malade. J'ai fait type une gastro. J'ai dû rester au lit. Eh bien, elle est restée à côté de moi pendant 2 jours. Elle n'est pas sortie pour aller faire pipi. Elle n'a pas mangé. Moi, j'étais incapable de descendre. Et c'est quelqu'un qui est monté lui donner à manger, à boire, etc. Elle ne voulait pas bouger de là où j'étais. C'est incroyable quand même. Ça montre un lien exceptionnellement fort. On peut noter aussi le caractère très fort du sanglier qui ne tolère pas la frustration. Alors moi je dirais que les femelles ont un caractère encore plus fort et sont encore plus autoritaires que les mâles. Effectivement, l'un comme l'autre ne supporte pas le non et acceptent de faire les choses que lorsqu'ils jugent utile de le faire. Ou pour nous faire plaisir, mais en tout cas ils ne le feront jamais parce qu'on a d'autorité sur eux. Ça c'est mon expérience à moi, il faut savoir composer. C'est très différent d'une autre espèce ou d'un chien à qui on va pouvoir imposer quelque chose. Le sanglier, on n'impose pas. On négocie. Lola, par exemple, est capable d'ouvrir une baie vitrée. Elle est capable d'ouvrir tous les tiroirs, les meubles de la cuisine. J'ai dû installer des cadenas. Elle est capable aussi, si je laisse la clé sur le cadenas, de tourner la clé pour ouvrir le cadenas, ce qui est quand même assez incroyable. Un enfant de 3 ans, je ne sais même pas s'il est capable de le faire. Quand on a tout paré à la sécurité de la cuisine pour que madame ne se serve pas dans les placards directement, eh bien, dès qu'on a le dos tourné, elle est capable d'ouvrir le frigo maintenant. Donc ça a été la grande surprise, mais ça montre à quel point ils sont capables de trouver des solutions pour répondre à leurs attentes eux-mêmes. D'autres types de résolution de problèmes qui m'ont paru intéressants, en tout cas ce que j'ai pu constater quand elle était bébé, on allait en intégration dans le parc des grands parce que l'objectif était que plus tard elle y vive. Donc elle était toute petite, et bien elle me suivait vraiment tout près, tout le long de la promenade, et quand elle s'éloignait un petit peu, elle me regardait systématiquement, elle comprenait tout. Quand je lui disais viens, attention, cours, etc., elle comprenait tout très bien et elle comptait totalement sur moi pour ne pas se mettre en danger avec les autres qui étaient plus grands, dont elle avait un peu peur. Dans le rapport au sanglier et dans l'aide qu'on essaie d'apporter au sanglier, ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, il faut être assez solide parce que il y a des immenses joies et il y a aussi des moments très durs quand ils sont malades, quand il y a des décès. C'est un monde, le sanglier, tout particulier parce que le sanglier a une mauvaise image, il est chassé, il est persécuté. Donc en fait on est obligé de se battre contre ces chasseurs, mais aussi parfois contre l'administration quand on n'a pas la chance d'être dans un département compréhensif et à l'écoute de la défense animale. C'est en ça que le lien devient aussi encore plus fort quand on s'occupe des sangliers, parce que on est tout pour eux et on est les seuls à pouvoir les aider et à avoir envie de les aider. En fait, les sangliers sont très développés au niveau sensoriel et affectif. Ce sont des vraies éponges qui absorbent toutes les sensations, toute atmosphère qu'il peut y avoir autour d'eux. Est-ce que c'est parce que ce sont à la base des animaux sauvages avec les sens en éveil en permanence et que du coup, même imprégnés, ils gardent cette capacité sensorielle exceptionnelle? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une réalité. En fait, l'animal ne juge pas, il nous accepte tel qu'on est, il nous comprend, il apprend à nous connaître, et c'est en ça qu'il y a une vraie interaction qui est profonde et juste. Moi, c'est vraiment cette révélation qui m'a montré à quel point cette espèce était face à une injustice
permanente qui m'a donné envie vraiment de les aider et de les faire connaître, en fait, parce que j'ai la sensation que les gens, en général, ont une image qui est complètement faussée, qui est une image qu'on a voulu leur donner, notamment la chasse, pour justifier les battues, les abattages d'autant de sangliers. Et c'est vrai que je trouve essentiel de faire connaître cette espèce, que j'ai envie de montrer par mes vidéos, etc., grâce au sanctuaire et aux vidéos des petits. Le sanglier est un animal qui doit être respecté au moins autant que les autres, y compris les domestiques. Donc on a déjà du mal à respecter les animaux de rente. Le sanglier est encore derrière tout ça. J'ai été psychologue clinicienne pendant plus de 20 ans, spécialiste de clinique et de psychopathologie. Et bon, c'est vrai que j'ai toujours eu envie d'aider les animaux dans une démarche d'aide globale, en l'occurrence aux enfants avant, aux animaux après. J'ai bifurqué vers les animaux. En tout cas, une chose est sûre, après des années d'études sur la psychologie humaine, je constate que chez les animaux, il n'y a pas de vice. Et pour moi, il n'y a pas non plus de perversion. En tout cas, il y a une vraie empathie chez les sangliers et chez certains animaux qui n'y a plus malheureusement chez les personnes. Alors ça a été une vraie rencontre avec un être que j'ai considéré de suite à mon égal. Pour moi, le sanglier est comme une personne. Il a une place, il occupe cette place, interagit, communique. En l'occurrence, pour par exemple Lola, donc, qui est toujours celle qui est la plus proche de moi parce que la plus présente, vu qu'elle rentre dans la maison pour dormir la nuit.
elle a une place comme une place d'enfant. C'est comme si c'était mon enfant. Enfin, c'est ma fille. Elle a une place à part entière d'un membre de la famille. Avec sa personnalité, parfois on se dispute, avec des démonstrations d'amour très très fortes, avec des inquiétudes, absolument tout ce qu'on peut avoir avec un être humain.